Bonsoir chef. Bonjour. Comment ça va, tu vas bien? Très bien, et vous? Bon, très très bien, je te remercie. C'est un plaisir de t'accueillir parmi nous. C'est adorable. Les gens de la sommellerie et de la gastronomie. Tout ça, c'est une grande famille. Donc un grand merci d'être là. La journée s'est bien passée? Impeccable. Longue journée, beaucoup de choses à régler aujourd'hui. J'imagine, on va rentrer dans le sujet un peu de l'actualité qui nous amène finalement. Le confinement aussi, c'est de bon de pouvoir faire en sorte qu'on puisse se retrouver, même si c'est à travers les réseaux. Et ça permet des bonnes opportunités également. Bonsoir Olivier Poussier qui est avec nous avant-hier et qui nous suit aussi. Bonsoir à Olivier. Les gens qui sont là autour de nous. Un petit mot d'abord, Bruno Verjus, pour te présenter. Tu es arrivé à la gastronomie par passion dans un deuxième temps de vie. Tu as eu une autre vie professionnelle un petit peu avant. Où tu es arrivé très tôt. Comment ça s'est passé finalement? Tu es arrivé. D'abord, tu es bien né, non? Tu es né à Roanne. Oui, donc je suis arrivé à la gastronomie très très tôt en fait, parce que je suis né à Roanne, à peu près à 300 mètres de la maison Trois Gros. Donc tu vois, finalement en naissant, j'étais déjà finalement présenté à la belle cuisine. Et puis ensuite, j'ai beaucoup fréquenté la gastronomie bien plus tard, quand je suis revenu en France après de longues études. Et là, mais j'ai fréquenté du côté de la table, pas du côté de la cuisine. Et puis c'est effectivement sur le tard, mais très très tard, c'est-à-dire à un âge où la plupart des chefs arrêtent, que moi j'ai commencé, c'est-à-dire j'avais 54 ans et j'ai décidé d'ouvrir un restaurant et de devenir chef. Parce qu'avant, donc tu es né à Roanne, connu pour Trois Gros. La gare de Roanne est presque aussi célèbre que la gare de Perpignan. Bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu sais qu'il y a quelques années, il y a pas mal de temps maintenant, mais c'était finalement un événement assez important à Roanne. La gare de Roanne avait été repeinte en rose saumon à l'oseille. Tu vois, en hommage à la maison Trois Gros qui était à peu près en face. Alors maintenant ils ont déménagé, ils sont à Ouche, tout ça, et voilà. Tout ça, on parle d'un temps un peu différent, mais ça reste quand même toujours une immense maison avec une dynastie incroyable de chefs et surtout cette capacité, cette intelligence des Trois Gros dans la transmission aux enfants qui est formidable. C'est absolument clair. Toi, tu faisais quoi avant, donc, jusqu'à l'âge? Qu'est-ce que je faisais moi? Moi, j'ai fait études de médecine. Ensuite, je suis parti en Californie faire un MBA. Puis ensuite, j'ai créé une boîte et je me suis, qui a pas très bien marché, mais bon, qui m'a fait une très bonne expérience. Et puis, je suis parti en Chine, où là, j'ai commencé à faire pas mal de trading sur beaucoup de produits, beaucoup de choses, un peu médical, paramédical et beaucoup de packaging. Et donc, j'ai été le président de cette société pendant 18 ans. Je l'ai vendu en 2005. Ensuite, je suis revenu en France. J'ai pas beaucoup travaillé, j'ai passé 4 ans et demi de ma vie, presque 5 ans à lire. Tu sais, on dit toujours, à un certain âge, quand j'aurai le temps, je lirai des livres. Donc j'ai fait ça presque comme un métier, et c'était fantastique. Et puis à force de lire, j'ai commencé à écrire des livres. Et puis à force d'écrire des livres, j'ai créé avec mon ami Alain Krugère une émission sur France Culture qui s'appelait On ne parle pas à la bouche pleine, que j'ai, Comment? Qui a duré un certain nombre d'années? Oui, qui a duré plein de temps. Moi, j'ai été sur l'émission pendant 4 ans. L'émission a duré 8 ans et demi. Et c'est cette émission-là qui m'a donné envie de faire un restaurant. À un moment, je me suis dit, j'ai toujours été plutôt du côté de ceux qui font que de ceux qui commentent. Et j'ai envie de faire. Et j'ai pensé que je serais plus utile, en réalité, pour planter mes graines, ma philosophie, en pratiquant la cuisine, en nourrissant, plutôt qu'en parlant du monde vu du ventre tel qu'on l'entreprenait sur Culture. Oui, donc pendant que j'ouvre la bouteille, c'est bientôt l'heure d'apéritif. Vas-y, on y va. Je suis sûr que toi, tu as mis quelque chose de frais également pour nous. On va le faire découvrir à nos amis. Oui. Ton restaurant, donc, ça s'appelle Table. Oui, ça s'appelle Table. C'est l'arrondissement de Paris. Pour ceux qui connaissent un peu le quartier, c'est pas loin de la gare de Lyon. Exactement, c'est à 5 minutes, ouais. Voilà, et c'est près d'un marché que j'adore, qui est le marché d'Aligre. Absolument, qui est un marché formidable. Les producteurs du marché d'Aligre, il y en a un notamment que j'adore, qui est qui est un distributeur de fromage, un éleveur de fromage, qui est Ardouin. Oui, bien sûr. Qui est mon fournisseur aussi au bistrot du Sommelier. Ah, d'accord, génial. Il y a une unité particulière avec ce marché que tu connais bien, puisque ça coûtait chez toi. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Comment? Quoi ta démarche là-bas au restaurant? Alors moi, je me fournis pas au marché. Ou alors de temps en temps, mais plutôt en dépannage. Moi, je travaille, en fait, si tu veux, le principe fondateur de Table, c'est de travailler avec des producteurs en direct. Donc, moi, j'ai toujours été, alors même quand j'étais de retour en France, etc., j'ai toujours été fasciné, bien sûr, par le bien manger, par la cuisine, c'était formidable, mais surtout et avant tout par les hommes.
qui passaient leur vie à cultiver des légumes sur des terroirs afférents, qui se livraient à des activités de pêche dans des conditions absolument remarquables pour remonter les plus beaux poissons, qui élevaient les variétés anciennes dans des régions formidables où ça avait été un peu abandonné et qui, en le faisant, les sauvaient. Et donc, quand j'ai créé Table, évidemment, j'ai donné la parole à ces gens-là parce que ils étaient, moi, ma muse pour créer de la cuisine. Et je considère que, je pense comme la plupart des chefs aujourd'hui, et de plus en plus, parce que cette crise Covid, on va en parler, va nous ramener à l'essentiel, mais en tout cas, telle que la haute cuisine était entendue avant, c'est-à-dire par les grands, par Chapelle, par tous ces gens-là, elle ne pouvait pas exister évidemment sans une qualité exceptionnelle des produits, des ingrédients, mais surtout sans la qualité exceptionnelle de ceux qui cultivent, qui pêchent, qui élèvent. Et c'est ça qui, moi, me donne envie tous les jours de faire la cuisine, c'est ça qui crée mes émotions, et c'est ça qui m'entraîne à inventer ces narrations dans mes assiettes autour des produits. Tu as tout à fait raison, l'inspiration vient de là. C'est magnifier effectivement ces produits en les accompagnant sans quelque part les brutaliser, en leur donnant finalement, en respectant leur saveur, souvent les textures, parce que les textures c'est super important. Bien sûr. Côté vin, parce que finalement notre rendez-vous est axé pas mal autour du... Oui, on va parler vin, bien sûr. Côté vin, toi tu as une jolie carte de vin, je suppose, avec une démarche aussi particulière. Oui, alors moi j'ai une démarche sur les vins pareil, de la même façon, tu vois, c'est-à-dire que j'ai des vins de vignerons qui sont passionnés. Alors j'ai pas un goût particulier, sauf rares occasions, pour les choses très déviantes, très bizarres, etc. Parce que je considère qu'un vin doit d'abord, tu vois, offrir aussi des bonnes qualités organoleptiques, c'est-à-dire faire du bien, pas faire du mal. J'ai une grande passion pour le vin. J'ai une carte des vins avec plus de, je pense, pas loin de 900 références de vin quand même, tu vois, avec des belles profondeurs de millésimes. Et on est plutôt effectivement sur des vins de vignerons qu'on appellerait aujourd'hui des vins naturels, mais qui sont pas forcément des vins sans sulfite du tout, on s'en fout. Mais en tout cas des vins qui ont des qualités essentielles pour réjouir ceux qui les boivent et se marier avec la belle cuisine. Tout à fait. Alors pour ce soir, parce que ça s'appelle Déguster Confiné, oui. Je rappelle que ce petit programme a été mis en œuvre et créé par l'Union de l'Assemblée française. Formidable. La société qui représente la filière du vin, avec ses 21 membres qui sont des comités interprofessionnels. Oui. Inter-Rhône, Inter-Loire, comité du Champagne, tout le monde. Vraiment tout le monde. Donc c'est vraiment la grande famille du vin, et puis l'Union de l'Assemblée française. Donc je t'avais demandé de nous choisir pour ce soir, allez, un ou deux coups de cœur pour qu'on puisse... Oui, alors du coup, et puis après tu m'as un peu provoqué en disant ouais, mais si t'as d'autres trucs, donc du coup j'ai 22 coups de cœur. Non mais alors tu sais quoi, on est... Juste une petite... oui. D'abord, merci pour tous les gens qui nous écoutent. Vous êtes plein à réagir, à nous... Voilà, vraiment, c'est super sympa. N'hésitez pas à nous poser des questions, hein, ou à intervenir dans le cours du fil de notre discussion, les uns les autres. Voilà. Par exemple, c'est quoi la qualité... Voilà, très bien, oui. C'est une bonne question. Je pense que... Charlotte. C'est de donner du plaisir, la qualité essentielle d'un vin. C'est en même temps d'être le reflet de son terroir, d'être le reflet de l'esprit du vigneron, mais c'est de donner du plaisir, c'est très important. Alors, ton premier vin, ce soir, c'est quoi? Alors, écoute, tu sais quoi, on va moi j'aime bien l'apéritif, un coup de champagne. Oui, je t'en ai pas parlé, mais... Et alors, il y a un champagne... Il y a un champagne que j'adore, qui est un premier cru à vertu, donc qui est un blanc de blanc, un chardonnay, non dosé, non sulfité, qui est vraiment dans la tension, dans la fraîcheur, avec une bulle assez fine, de chez Pascal Doquet. Je ne sais pas si tu le connais, évidemment que tu le connais. Vertu, c'est un très joli terroir viticole. Voilà, tu vois, je sais pas, voilà. Tu vois, alors on la voit à l'envers, malheureusement, l'étiquette. Oui, alors bon, elle est à l'envers. Bon, c'est Pascal Doquet, écrit à l'envers. Voilà, exactement. Tu vois, voilà, c'est ça. Bon, alors moi, ça j'aime beaucoup.
Et puis, tu vois, sur ces vins d'apéritif comme ça, et sur les vins qui fonctionnent aussi sur mes entrées, quand on est toujours dans la, tu vois, dans l'espèce de mise en éveil des papilles, mise en éveil de l'appétit, mise en éveil des sensations, après les mots qu'on lit sur la carte, qui sont évidemment la première rencontre avec la cuisine et qui, eux, te mettent en éveil l'esprit, le cerveau. Je trouve que quand on envoie une petite séquence comme ça, soit quand on fait un menu dégustation, soit quand nos clients choisissent à la carte et on leur envoie pas des mises en bouche, mais on glisse des choses comme ça, et j'aime bien qu'on soit effectivement dans ces fraîcheurs, dans ces tensions, dans ces salinités naturelles, dans ces minéralités. Et alors, je t'avais parlé de ça parce que j'ai goûté ça et j'ai trouvé ça dingue. En ce moment, vous allez le voir à l'envers, mais c'est un chenin qui est pour moi un cépage que j'adore. C'est qu'à un moment, j'étais parlé pas mal mardi avec Olivier. Voilà. Il y a un moment, avec mon ami Jean-François Lamunière, on était les copropriétaires de Château Yvonne, tu sais, à Parnay. Donc, on avait une grande passion pour le chenin. Et donc, ça s'appelle le chenin de vie. Et c'est François Saint-Lô. Et c'est tout ce que j'aime dans le chenin. C'est-à-dire, il y a ces côtés, tu vois, de légère infusion, très citronné, très franc, très direct, très sapide, cette salinité qui vient dans la gorge, qui redonne la petite source comme ça. Et je trouve que, voilà, pour démarrer, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est sur du calcaire, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Toujours, ce que j'adore moi dans le chenin, c'est cette capacité à donner aussi beaucoup de plaisir et à dompter justement cette amertume noble qui donne aussi de la profondeur au vin et qui garde toujours de la fraîcheur. Exactement. Avec quel type de plat ou de légumes, puisque on est pleine saison des beaux légumes, tu servirais ce chenin par exemple? Écoute, on fait. Moi, je le marierais volontiers, tu vois, sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude. Les gens peut-être se précipitent pas dessus pour tout un tas de bonnes et mauvaises raisons, qui serait de travailler des betteraves. Tu vois, on a la chance le printemps. Bon, évidemment, on pense petits pois, asperges, fèves, etc. Toutes les choses vertes qui commencent à sortir et qui sont dingues. Mais on a aussi toutes les légumes racines jeunes, c'est-à-dire les jeunes carottes, les jeunes navets, les jeunes panais et les jeunes betteraves. On a aujourd'hui un travail qui est conduit sur différentes variétés de betteraves. Donc on a de la crapaudine en passant par les chioggia, les fameuses chioggia d'Italie. Et je trouve que ces betteraves-là, on peut aujourd'hui les cuire de différentes façons. Et moi j'aime bien, chez Table, on fait une assiette comme ça, très très printanière, très légumière de betteraves, avec une mousseline de betteraves rouges, avec des betteraves cuites au sel, avec des betteraves... autour de la betterave. Voilà, exactement. Et ensuite, on travaille même les feuilles, les jeunes feuilles qui sont formidables, qui peuvent être prises un peu crues en salade et d'autres sont grillées. Et je trouve qu'on a ce travail des minéralités. Tu vois, on a ce travail des salinités minérales. Et donc, un chenin là-dessus, ça repulse. Il y a un côté un peu, tu vois, assaisonnement presque. On nous redemande plus précisément le nom de cette cuvée de chenin et ton producteur. Ah oui, alors écoute, il s'appelle François Saint-Lô. François Saint-Lô, ça s'appelle Chenin de vie, voilà, et il est à Berry, 86 120 Berry, rue des Belles Caves, ça ne s'invente pas. Ce que je peux proposer à nos amis qui nous écoutent, c'est que on les photos des bouteilles, voilà, je te les envoie. Des bouteilles que dont avec plaisir. De manière à ce que chacun puisse s'y retrouver. Moi, j'ai ouvert, donc pendant que je discutais, tu as vu que j'ai pas perdu mon temps. Hein. Ouais, j'ai vu. Une bouteille. Je vais essayer de vous la montrer en renversant l'image. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc moi je vous ai ouvert un Saint-Péret 2012 de chez Guy Farge, une cuvée qui s'appelle Grain de Silex. Donc là pour le coup c'est un peu différent par rapport à tout à l'heure. Bien sûr on n'est plus sur du chenin, on est dans le nord de la vallée du Rhône. C'est un assemblage de Broussanne et de Marsanne. Même si la Marsanne aujourd'hui est assez dominante, j'ai dire, dans cette appellation. Et Saint-Péret, c'est une petite appellation qui est juste à côté de Cornas, en face de Valence, sur les contreforts ardéchois. Et c'est un millésime 2012, d'où cette couleur assez dorée, caractéristique des blancs avec une certaine évolution. Elle est belle, hein, la robe est magnifique. Vous ne pouvez pas en profiter les uns les autres, mais juste pour vous le décrire, il y a quand même beaucoup d'expressions aromatiques. On est sur les fruits mûrs, du verger, le confit, un petit côté abricot très intéressant. Surtout ensuite en bouche, si j'ose le goûter devant vous. Hein. Quel beau métier. Hein. Et voilà, mais la gourmandise est là. C'est généreux, c'est dense.
mais en même temps, c'est extrêmement intéressant. Cette salinité qui, en finale, donne de la profondeur au vin. C'est un joli vin d'apéritif, même si effectivement, on peut aussi le voir sur un plat. Tu parlais des légumes tout à l'heure. Moi, j'ai récupéré un certain nombre de petits légumes de saison, et notamment avec ce vin, j'aurais tendance à proposer un navet que je fais légèrement pané pour pouvoir récupérer un peu le pain sec que l'on peut avoir en ce moment quelque part dans la maison. Et donc légèrement pané pour que le croustillant finalement de la panure vienne apporter le balancier avec le côté un peu sucré du navet en bouche, et c'est super intéressant comme petit croustillant comme ça d'apéritif quelque part. Je sais pas ce que tu en penses, chef, mais... Ah ben super, écoute, le navet, c'est magnifique. Hier soir, j'ai travaillé des navets, justement des jeunes navets, que j'ai travaillé avec les derniers kumquats de Eus, là, des successeurs de Bachès, tu vois, un tout petit peu de safran, cuit comme ça, petite eau gazeuse, amené vraiment tout tranquillement, un petit peu d'huile d'olive, une petite noix de beurre à la fin, et c'est fantastique. Et je pense que là, en plus, on serait même, tu vois, dans les allitérations de couleurs de ton Saint-Péret, donc c'est très cohérent, c'est très beau. Tu m'as parlé de notre vin coup de cœur. Un autre vin coup de cœur, ouais, ben j'en ai plein. Attends, mais alors tiens, on va parler d'une petite recette. Hier soir, j'ai fait une belle poularde de Pascal Cosnet que j'ai démontée, roulée, tu vois, avec de la menthe sauvage qu'on m'avait envoyé, un peu de gingembre, encore des agrumes parce qu'on avait un peu d'agrumes, et j'ai cuit ça au four, mais très rapidement, tu vois, poularde désossée. J'ai mis 15 minutes très chaud à 250 degrés. Après, on coupe le four, on laisse ça dedans, et puis quand on a faim, on mange. Et alors, j'ai servi avec ça un vin formidable. Vous voyez, bon, vous allez lire à l'envers encore, parce que moi je sais pas faire la manip, mais c'est les Barieux de Jean-Yves Perron, évidemment, on est en Savoie, tu vois, en 2014, et là on avait un accord aussi magnifique sur ces légers oxydatifs comme ça, mais très fondus. D'accord, donc on n'a pas vu complètement la bouteille, mais c'est sur quel cépage de Savoie? Alors, les Barieux, je veux pas te dire C'est un blanc. De bêtises, c'est un blanc, absolument. L'appellation, c'est Savoie tout court? Oui, on est en Savoie, et je pense... Alors, on a perdu, mais voilà, il revient, j'espère, pour un petit moment avec nous. Roussanne et Jacquière. La Jacquière et la Roussanne. Jacquière et Roussanne, tu vois, en Savoie. Voilà. Et puis voilà. Et puis de quoi on peut parler? Bah après, tiens, toi, tu étais en Rhône. Là, on peut descendre un petit peu. Tu sais que moi, j'aime beaucoup parce que je le connais depuis très longtemps. Les vins d'Éric Pfifferling et notamment ces Tavel que je trouve toujours absolument superbes, tu vois, sur le côté sableux, et que j'aime marier aussi avec les grandes volailles. Moi, j'adore la volaille, hein, donc voilà, j'ai parlé tout le temps de volaille, de pintade, d'oiseaux, quoi. J'adore ça, c'est une cuisine qui me touche. Et évidemment, on travaille que des variétés anciennes, et voilà, je pensais à ça, et c'est formidable. Ou par exemple dans le même esprit, l'amalgame des Sénats, tu vois, des choses comme ça, je sais pas, c'est vivant, c'est le printemps, tu es heureux, quoi. Juste une petite question sur le Savoie. De réaction, je rappelle effectivement que la Jacquière, bien entendu, le Roussanne plus compliqué, peut-être la Rossette de Savoie. Même si on peut avoir effectivement un peu dans quelques oui, tu as raison, oui, parce que la Roussanne, on est évidemment plutôt en Côte-du-Rhône, c'est septentrional, mais en réalité, oui, c'est quand même de la Roussanne, donc je pense qu'il a dû en planter, tout simplement, oui. Oui, il doit avoir. Alors, j'ai fait un moins rouge. Oui. Je vais montrer pour nos amis, donc on va faire un tour dans le bord de mai. Et pour le plat de ce soir, donc Côte de Ballot, Saint-Émilion Grand Cru dans l'usine 2000. Voilà le vin que j'ai. Très beau millésime, là. C'est pas trop le vin d'apéritif, hein. Mais en tout cas, c'est un joli vin. L'idéal, ça serait de mettre en carafe maintenant pour en profiter tout à l'heure. Ouais, parce qu'il y a d'avoir un gros jus, là, hein. C'est vraiment. Voilà. Ouais. C'est 20 ans, c'est un emballage 20 ans, hein. Donc 2000, c'est un joli millésime, effectivement. Oui. Et à Bordeaux, entre autres, mais dans pas mal de régions, finalement, c'était opportun que ce soit bon en plus 2000.
pour la symbolique de l'année. Et Col de Valo, c'est un très joli vin avec beaucoup de densité, beaucoup d'extraction. 20 ans, il a encore, vous voyez la couleur, hein, ça revient à plus superbe, dégradé, marqué un petit peu le temps, mais juste, finalement, assez peu évolué. Et prêt à boire, là, parfait, là, c'est ça, hein? C'est génial, parce que on a du noir, on a des épices, on a une fumée légèrement largée, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et avant aujourd'hui, en bouche, on a l'aspérité et l'intensité du cépage Merlot, avec un petit complément de cépage derrière. C'est un joli vin. C'est un joli vin pour un joli vin, tellement une belle viande. Que ce soit un petit rôti au four, un petit rôti, il reste un peu d'agneau encore, je pense que ça devrait le faire également. Superbe. Le restaurant, donc, pour l'instant, c'est fermé. Ouais, c'est fermé, là. Comme activité. Hein, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Je disais qu'il y a un petit grésillement que j'ai fait. Est-ce que tes activités actuelles sont malheureusement coincées par rapport à la fermeture? Comment tu occupes ton temps finalement dans cette confinement? Bah écoute, c'est assez dingue parce qu'évidemment les 2 premières semaines durent une éternité. Donc tu te dis mais comment je vais faire? Et puis et là les semaines s'enquillent à une vitesse de dingue. Tu vois, on est déjà presque en fin de semaine et je sais même pas ce qui s'est passé. Les journées vont à une vitesse folle. Je fais beaucoup de choses. J'essaie d'être très actif, évidemment, à la fois un peu politiquement pour faire en sorte que les restaurants soient pas complètement oubliés. Et là, on progresse vite maintenant et on progresse vraiment bien. C'est pas terminé, on est au milieu du gué, mais honnêtement, tout le monde est mobilisé. À Bercy, ils sont très concernés aujourd'hui. Moi, je suis en lien avec eux presque quotidiennement. Donc, j'ai la chance d'avoir noué de grandes amitiés avant cette crise avec des gens importants. Et ils m'écoutent et ils sont concernés et ils ont envie qu'on s'en sorte tous. Et évidemment, qu'on laisse pas des pans entiers de cette économie qui emploie tant. Et de gens jeunes et de gens compétents qui ont envie, motivés, etc. et qu'on laisse personne sur le carreau. Donc ça, c'est fantastique. Il y a quand même eu des choses formidables de fait. Il faut quand même considérer qu'on est un des seuls pays où la prise en charge des salaires de nos collaborateurs est faite. Vous avez entendu hier Gérald Darmanin annonçait que les charges n'étaient pas repoussées mais étaient supprimées et ça va continuer dans ce sens-là pour essayer de nous remettre à flot de façon à ce que on dise ben voilà, cette année on aura fait un exercice sur 6 mois. Bon, ben c'est pas, voilà, c'est comme ça, mais en tout cas on sera pas en dépôt de bilan parce que on va recréer les conditions de redémarrer comme si finalement on avait été gelé pendant 6 mois et puis on redémarre et on fait autre chose sans trop de casse. En même temps, je pense qu'il faut être moteur aussi pour motiver tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'ai la chance d'avoir chez TAB des équipes extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils sont tous motivés, ils ont tous envie de travailler. Donc, on va lancer, on est en train de réfléchir au format, mais on a 2 priorités. La première, c'est sauver nos producteurs qui, eux, prennent cher. Parce que ces petits producteurs-là, ils n'ont évidemment pas de réseau de vente en dehors des restaurants parce que c'est comme ça. Et donc, moi, je me suis dit, mais c'est génial parce que d'une certaine façon, on va leur ouvrir un réseau de vente qu'ils n'avaient pas. Et puis, on va permettre aux particuliers et au grand public de goûter des produits exceptionnels. Donc on est en train de monter un système de distribution assez sophistiqué pour pouvoir en faire profiter tout le monde. Mais comme je suis un restaurant et que j'ai un ADN particulier, donc on va faire des paniers dans lesquels il y aura aussi un peu comme dans les Fortune Cookies, des recettes qui seront pas toujours les mêmes et où on pourra y voir que il y a 40 façons de travailler des légumes, autant de travailler des poissons, des viandes et des volailles anciennes. Donc on est en train de mettre ça en place, qui remobilise aussi l'activité de table en roulement, en respectant évidemment toutes les consignes de sécurité. Enfin, tu sais comme moi qu'on est nous les champions de l'hygiène et de la sécurité dans nos restaurants parce qu'on la pratique avant et ni pandémie, c'est notre quotidien. Voilà, tout est désinfecté, nettoyé, le respect de la chaîne, etc., etc. Donc on est très comment dire, on est très fort là-dessus. Et puis du coup, on va se remettre
en mode de marche pour pouvoir non pas démarrer la voiture le jour où tout redémarre, mais avoir une voiture déjà lancée qui va pouvoir amener des solutions. Et puis en même temps, on est aussi obligé de se recréer, de se réinventer, de se dire que probablement la consommation dans les restaurants sera différente, va pas se repasser comme ça instantanément, ça va mettre du temps, beaucoup de temps, et donc il va falloir réinventer une autre façon d'être prosélyte de notre philosophie, de nos produits, de notre talent, de nos cuisine, voilà. Qu'est-ce que tu lis si tu as un petit moment dans cette... Oui, alors je lis un peu. Alors tu sais, moi je lis aujourd'hui, je lis comme finalement on va ramasser des plantes sauvages ou tu vois comme je picore un peu comme ça. Donc j'ai quelques livres avec moi. Je suis pas dans mon appartement là, donc j'ai pas toute ma bibliothèque sous la main. Mais j'ai amené des choses. Écoute, au titre de picorer, tu vois, le Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité, au-delà du titre, je trouve que c'est ce livre de réflexion permanente, comme ça a été extrêmement intelligent, et on a besoin de ça, même si on veut pas se mettre dans la lecture d'un roman, comme moi je le faisais avant. Là je relis des passages de choses qui m'ont intéressé, que j'ai un peu oublié, mais je trouve que ce bouquin de Pessoa, tu vois, voilà, tu ouvres une page, et puis c'est comme j'aime bien cette idée du fortune cookies, là, je suis un peu obsédé, mais je trouve ça génial parce que finalement tu ouvres une page et tu trouves toujours un truc qui va te concerner, tu vois, c'est comme un hiking mais intéressant finalement dans la lecture. Et puis j'ai un autre livre très marrant parce que moi, tu sais, on en a pas parlé, mais ma grande fascination, ma grande obsession, c'est la mer. Et la mer pour moi c'est l'île-dieu, hein, c'est cet endroit magique où j'ai cristallisé probablement une grande partie de mon imaginaire pour la cuisine, entre le sauvage et puis la côte. Et donc j'ai ce livre formidable aussi anglais qui s'appelle Overminds et qui parle évidemment du cerveau des octopus et cette façon comment ces animaux qui sont pas très tu vois qui se vivent pas finalement en meute et qui n'évoluent pas les uns par rapport aux autres ont su évoluer tout seuls de manière assez fascinante. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ces lectures là quand on est dans des moments un peu différents où il faut se réinventer, où il faut être capable justement de décloisonner son cerveau, de penser plus haut que ce qu'on a l'habitude de penser habituellement, et je trouve que ça ouvre des horizons, c'est intéressant. Bon, après il y a plein d'autres trucs. J'ai amené mon Rimbaud, j'ai Proust où je vais picorer des choses, j'ai énormément de choses. Oui, Proust, on peut se mettre là et passer un bon moment. Ouais, alors ça a été presque, tu vois, 8 mois de ma vie de lire Proust en pléiade entier, avec des moments enthousiasmants, etc., des moments très très chiants aussi, mais formidables. On va bientôt conclure, il faudrait que tu baisses légèrement le son. Oui. Le son de mon téléphone. Voilà. Comme ça, il y a moins d'écho entre nous et ça fonctionne bien mieux pour... Ok. Génial, merci beaucoup. On va conclure, donc, déjà pour te remercier, pour te souhaiter bon courage et bon courage à tous qui nous écoutez dans cette période de confinement. Soyez raisonnables dans votre comportement, mais profitez aussi de la vie, c'est important. Je lisais d'ailleurs un petit mot que j'ai trouvé sur ton site internet du restaurant. Pour toi, le bonheur de la table rend doublement vivant. Et ces mots sont forts en ce moment. Et la joie est l'ossature de l'homme. Et effectivement, sans joie, finalement, pas spécialement de vie, parce que c'est un vrai moteur aussi, bien entendu, la joie et le plaisir. C'est fondamental. La table a un rôle à jouer dans cet équilibre psychologique qui permet effectivement de vivre, de survivre. Nos métiers, c'est réenchanter le monde, tu le sais bien. Et donc, c'est pour ça que la joie est l'ossature de l'homme et qu'on est là pour réenchanter le monde. Dis-moi juste une chose avant de partir. On boit un petit coup de Saint-Romain de Cossard, quand même, parce que les Bourgognes, moi, j'ai quand même une grande fascination pour les Bourgognes rouges. J'imagine. Le boire dans toute sa beauté et sa voilà, les beaux pinots, c'est quand même magnifique. De toute façon, tous les vins sont extraordinaires, c'est ça. On se retrouve très vite, le plus vite possible, j'allais dans ton restaurant. Juste pour vous remercier encore tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à Vin Société, merci
à toutes les équipes de l'Union de la sommellerie française et à tous les gens qui nous ont aidés à préparer ce live. Un petit mot sur le comité de vin de Champagne qui va lancer un blog d'ailleurs consacré au champagne sur Internet. Donc sur le site du comité des vins de Champagne, on peut trouver beaucoup d'informations sur cette formation en ligne. L'Interlord propose également des portraits de vignerons en ce moment pour mettre en valeur effectivement tous les vignerons qui ont un petit peu de temps à consacrer, à communiquer. Et le Beaujolais, avec le Bistrot Beaujolais, qui est un réseau des ambassadeurs du Beaujolais, lancé par Inter Beaujolais, propose également de la vente emportée, des livraisons, de remettre effectivement en valeur le terroir, d'aider la filière qu'elle a bien besoin en ce moment. Donc bonsoir à toi Bruno, bonsoir à vous tous.